Les Anglais pourront être tout aujourd'hui s'ils veulent réduire à rentrer dans leur vaisseau, mais ils exposeront leur supériorité, compliqueront leurs affaires et perdront insensiblement jusqu'à la considération si obstinant à conserver les soldats sur le continent. Lundi 26, relation de la campagne de Waterloo dictée par Napoléon. L'empereur est sorti de très gros matin, même avant 7 heures. Il n'a voulu faire lever aucun de nous. Le temps était fort beau. Il s'est mis à travailler seul dans le jardin, sous la tente, où il nous a fait appeler tout peu déjeuner. Il est demeuré jusqu'à 2 heures. À dîner, il a beaucoup parlé de notre situation dans l'île. Il ne voulait pas, disait-il, bouger de Longwood, ne se soucier d'aucune visite, mais il désirait que nous prisions quelques diversions, que nous cherchassions à nous égayer. Il nous aurait eu avec plaisir, disait-il, nous mouvoir et nous produire davantage. L'empereur fait lire ce qu'il avait dicté de la bataille de Waterloo au général Gogo. Quelle page! Elles font mal. Les destinées de la France ont tenu ainsi peu de choses. N.B. Cette production a été publiée en Europe en 1820. On était venu à bout de la faire sortir furtivement des Antillais en dépit de toute vigilance de que cette relation de Waterloo parut dans le monde. Personne ne se trompa sur son auteur. Il n'est crié. Napoléon seul pouvait la décrire de la sorte. Et l'on a su que c'est précisément ici qu'il s'est exprimé son antagoniste lui-même. Quel beau chapitre! Il serait impossible d'en essayer une analyse ou de prétendre à les faire juger dignement. Il faut lire l'original. Toutefois, nous transcrivons littéralement ici la dernière page contenant, enfin, des résumés 9 observations de Napoléon sur les fautes qu'on lui a reprochées dans cette campagne. Ce sont des points qui demeureront classiques et nous avons pensé qu'on ne serait pas fâché de retrouver ici des objets qui dévileront toutes les fois que l'occasion s'en présente le sujet de vives et importantes discussions. Nous ferons précéder ces observations et du jeu de la dictée de Napoléon au tableau des reçus qui restaient encore à la France après la perte de la bataille. La position de la France était critique après la bataille de Waterloo, mais non désespérée. Tout avait été préparé dans l'hypothèse qu'on échoua dans l'attaque de la Belgique. 700 000 hommes étaient alliés le 27 entre Paris et Lyon. 25 à 30 000 hommes, y compris les dépôts de la garde, étaient en marche de Paris et des dépôts. Le général Rapp, avec 25 000 hommes de troupes d'élite, devait être arrivé dans le premier jour de juillet sur la Marne. Toutes les pertes du matériel de l'artillerie étaient réparées. Paris seul contenait 500 pièces de canon de campagne et on en avait perdu que 107 ans. Ainsi, une armée de 1020 000 hommes, égale à celle qui avait passé la Sambre le 15, et un train d'artillerie de 350 bouches à feu couvrirait Paris au 1er juillet. Cette capitale avait, indépendamment de cela, pour sa défense 36 000 hommes de garde nationale, 30 000 tirailleurs, 6 000 canonniers, 600 bouches à feu, une batterie de retranchement formidable sur la rive droite de la Seine et un peu dessus. Sur la rive gauche, le sang était entièrement terminé. Cependant,
Les armées anglo-hollandaises et prusso-saxonnes affaiblies de plus de 80 000 hommes, n'étant plus que des 140 000, ne pouvions dépasser le Somme avec plus de 90 000 hommes et attendrions la coopération des armées autrichiennes et russes qui ne pouvions être. Avant le 15 juillet, sur la Marne, Paris avait donc 5 jours pour préparer sa défense, achever son armement, ses fortifications, ses approvisionnements et attirer des troupes de tous les points de la France. Au 15 juillet même, il n'y aurait que 30 ou 40 000 hommes arrivés sur les Rhin. La masse des armées russes et autrichiennes ne pouvait entrer en action que plus tard. Ni les armes, ni les munitions, ni les officiers de Maquillon dans la capitale. On pouvait porter facilement les tireurs de 80 000 hommes et augmenter l'artillerie de campagne jusqu'à 600 bouches à feu. Le maréchal Suchet, réuni au général Lecoq, aurait à la même époque plus de 30 000 hommes devant Lyon, indépendamment de la garnison de cette ville qui serait bien armée, bien approvisionnée et bien retranchée. La défense de toutes les places fortes était assurée. Elles étaient commandées par des officiers des choix, écartées par des troupes fidèles. Tout pouvait se réparer, mais il fallait du caractère, de l'énergie, de la fermeté de la part des officiers, du gouvernement, des chambres, de la nation tout entière. Il fallait qu'elle fût animée par les sentiments de l'honneur, de la gloire, de l'indépendance nationale. Qu'elle fixa les yeux sur Rome après la bataille des Cannes, et non sur Carthage après Zama. Si la France s'élevait à cette hauteur, il était invincible. Son peuple contenait plus d'éléments militaires qu'aucun autre peuple du monde. Les matériaux de la guerre étaient en abondance et pouvaient suffire à tous les besoins.